Le jour se lève sur la Galerie des Glaces. Une galerie à l'histoire complexe, marquée par une lutte acharnée et symbolique entre deux nations, la France et l'Allemagne. Le 18 janvier 1871, c'est dans cette galerie qu'est proclamé l'Empire allemand. L'événement, qui entérine la défaite française face à la Prusse de Guillaume Ier et du chancelier Bismarck, est vécu en France comme une provocation. Une injure qui réclame revanche. 48 ans plus tard, le 28 juin 1919, la France et les Alliés tiennent cette revanche avec la signature du traité de Versailles dans cette même galerie, devant les caméras du monde entier. L'Allemagne et ses alliés viennent de perdre la Première Guerre mondiale. Très rapidement, les voix politiques les plus virulentes se font entendre outre-Rhin. Parmi elles, celle d'Adolf Hitler, qui accuse le traité de paix, ce diktat, d'enchaîner le citoyen allemand. À ses yeux, s'il est un coupable de la situation sociale désastreuse en Allemagne, il porte le nom de Versailles. En 1933, Hitler se hisse à la tête de la chancellerie. Partout en Europe, d'autres mouvements nationalistes se font entendre, annonciateurs d'une prochaine guerre. Quand aura-t-elle lieu? Personne ne le sait, mais tout le monde s'y prépare. D'autant qu'en ce milieu des années 30, les moyens de destruction n'ont jamais été aussi performants. À Versailles, la question de la défense passive s'avère cruciale au vu de son récent passé. Depuis le début des années 30, le château est devenu une véritable destination touristique prisée d'un public international. En 1937, pour la première fois de son histoire, la fréquentation dépasse la barre symbolique du million de visiteurs. Dans ce contexte de paix et de faste apparent, se pose néanmoins la question du devenir de ce monument historique et de ses collections en cas de nouvelle guerre. Comment protéger un domaine aussi vaste et mettre à l'abri tous ses chefs-d'œuvre? Au château, cette réflexion est principalement menée par deux hommes. D'un côté, Patrice Bonnet, architecte en chef du domaine et des palais, est chargé de la protection du parc, des décors du château et du personnel. De l'autre, Charles Morichaud-Beaupré, conservateur adjoint au musée, a la tâche non moins difficile d'établir les listes d'œuvres à évacuer en priorité. À la fin de l'été 1938, tout s'accélère. La crise des Sudètes fait craindre le pire. Sous la houlette de Jacques Jaujard, le musée du Louvre évacue plusieurs de ses chefs-d'œuvre, dont la Joconde au château de Chambord. Faute d'organisation et de matériel, ceux de Versailles restent sur place. Même si la situation géopolitique s'apaise, le temps presse. En effet, le répit dure moins d'un an. Le 25 août 1939, les musées franciliens ferment leurs portes au public. Le 3 septembre 1939, la guerre est déclarée. À Versailles, on creuse des tranchées abris à la lisière du parc, tandis que les troupes françaises partent pour le front. Dans un immense branle-bas de combat, Patrice Bonnet déclenche son plan de défense passive. En quelques semaines, les jardins du château se métamorphosent. La Tonne, descendue de son célèbre bassin, est évacuée avec d'autres dieux de plomb et de marbre dans le parc de l'abbaye des Vaux de Cernay. D'autres sculptures, intransportables, sont protégées sur place. Dans le bosquet des Bains d'Apollon, le dieu et ses nymphes sont entourés d'épais sacs de sable. Une mesure de protection qui sert également à dissimuler un abri installé juste derrière par Patrice Bonnet. D'autres sculptures, enfin, sont tout simplement ensevelies, faute de pouvoir être évacuées. Le char d'Apollon, si fragile, est recouvert d'un édicule en briques et béton armé.
les chevaux dételés et maintenant cabrés par l'effroi, se serrent autour du char. Tritons et dauphins se réfugient sous le bras puissant du dieu, cependant qu'un réseau de murs de briques s'élève et cloisonne chacun dans son réduit de guerre. Les bassins sont vidés, le grand canal asséché pour éviter de servir de repère aux aviateurs ennemis. À l'automne 1939, les jardins de Versailles sont méconnaissables. À l'intérieur du château, on démonte les décors de bronze, les boiseries des grands appartements et ceux des petits salons. Dans la galerie des glaces, on bouche les larges entrées afin de limiter la propagation d'un incendie en cas de bombardement. Les fenêtres du château sont obturées, les murs mis à nu. Le château de Versailles plonge dans l'obscurité. Tout ce qui peut être évacué quitte Versailles, dans des lieux tenus secrets du centre et de l'ouest de la France. Charles Morichaud-Beaupré assure le convoiement des chefs-d'œuvre du musée, expédiés par camion vers les châteaux de Chambord et de Brissac. Parmi ces chefs-d'œuvre, Marie-Antoinette à la Rose, Bonaparte au Mont-Saint-Bernard et la symbolique table du traité de Versailles. Beaucoup d'œuvres restent néanmoins sur place, entreposées soigneusement dans les espaces jugés les plus sécurisés, en sous-sol. En cas d'alerte aérienne, le personnel resté sur place peut se réfugier dans des abris disséminés tout autour du château. Pendant plusieurs mois, l'ancienne résidence royale sombre dans le plus grand silence. On erre aux lanternes, car toutes les fenêtres sont aveuglées dans ces salles aux parois lamentables que couronnent les plafonds dorés. Quand vous viendrez à Versailles en décembre, c'est avec un très vif intérêt, je ne dis pas plaisir, que vous examinerez, lampe en main, les murailles dénudées, les recoins de placards découverts ici et là. Mais dans cette drôle de guerre, le public comprend de moins en moins les raisons de la fermeture du château et de son parc. Des critiques s'élèvent à l'encontre de Patrice Bonnet, au-dessus duquel les nuages s'amoncellent. La protection hors norme du château et de ses jardins coûte excessivement cher et n'épargne pas pour autant tous les risques. En décembre 1939, l'architecte s'en explique dans l'illustration. Le décor de Versailles est conçu comme un tout. Chaque destruction constituerait une perte irréparable. Il faut donc se résoudre à déposer et à enlever pour le sauver tout ce que les mains de notre époque, si habiles fussent-elles, seraient incapables de refaire. L'état du château de Versailles, tenu à l'abri des regards depuis le début de la guerre, suscite bien des interrogations. En février 1940, un journaliste du Figaro s'en étonne, comparant les murs des salons à ceux d'une ferme berrichonne, sans pour autant remettre en cause le bien fondé des mesures employées. De ce travail gigantesque de protection que représente la défense de Versailles, il apparaît que tout a été mis en œuvre, avec dévouement et patience, pour parer aux horreurs de la guerre qui ignorent les trésors du passé et massacrent les souvenirs. Au printemps 1940, le front se brise et les bombardements de la Luftwaffe, l'aviation allemande, se font de plus en plus fréquents en région parisienne. On craint le pire pour le patrimoine national. À Versailles, les yeux sont rivés vers le ciel. L'Allemagne fera-t-elle payer le château pour son passé? Dans une grande précipitation, de nouvelles évacuations d'œuvres, principalement des peintures de grand format, sont organisées depuis le musée en direction du château de Sourches. Dans un même exode, la population civile fuit vers le sud avec enfants, pactage et 1000 autres souvenirs. La situation semble de plus en plus désespérée. Le 13 juin 1940, la ville de Versailles est déserte. Le château semble abandonné. Une grande majorité des personnels et de leurs familles s'est repliée vers le sud. Patrice Bonnet lui-même se résout à partir, la mort dans l'âme. Je vais quitter Versailles brisé. J'ai fait tout ce que j'ai pu, pour nous et pour les musées. Pierre Ladoué, conservateur en chef, reste désormais seul maître à bord. Appliquant les ordres du commandement militaire,
Il reste à son poste, même en cas d'avance allemande, avec mission de faire sauvegarder le trésor national qui lui est confié, ne gardant auprès de lui que le personnel minimum indispensable pour le seconder. Le 14 juin, ils ne sont ainsi plus que 4 hommes à défendre les châteaux de Versailles et Trianon. L'armée allemande, elle, est aux portes de la ville et entre déjà dans Paris. Cette fois, Hitler n'aura pas les pensées de Guillaume pour ménager la cité des eaux morte. Que le bon génie de Louis XIV protège Versailles. Vendredi 14 juin 1940, 7 heures du matin. Une violente explosion secoue la ville de Versailles. L'onde de choc fait exploser les vitres. D'épaisses fumées noires envahissent le ciel. La poudrière du camp militaire de Satory vient d'exploser. Dans la débâcle, l'armée française a choisi de détruire ses munitions pour ne pas les laisser aux mains ennemies. Versailles, d'habitude si animée, est vidée de ses habitants, de ses touristes, de ses amoureux. Dans les rues, seuls les hurlements des chiens abandonnés viennent troubler le silence. Il n'y a plus rien à faire. L'armée allemande est bien là. Les rares habitants encore présents assistent, impuissants, à l'arrivée des chars d'assaut sur l'avenue de Paris et la place d'Armes. Un jour tout obscurci de fumées opaques, on pourrait presque dire comme les enfants, un jour qu'il faisait nuit, nous voyons arriver les premiers chars allemands. À midi, 2 Allemands se présentent aux grilles du château. À leur approche, Henri Dudognon, le surveillant militaire du domaine, prévient le conservateur du musée, Pierre Ladoué, et les 2 autres gardiens restés sur place, Victorien Cessac et Louis Borel. L'un d'eux ouvre la grille. Le premier Allemand, de grande taille, est un sous-officier. Il se présente comme étant journaliste à Berlin et parle français. « Nous ne sommes pas des barbares. Vous n'avez rien à craindre. L'Allemagne n'est pas l'ennemi de la France. » On l'écoute avec attention, mais en ces temps de guerre, peut-on vraiment le croire? Dans les minutes et les heures qui suivent, la cour d'honneur se noircit de soldats, de chars et de motocyclettes, dans un balai indescriptible jusqu'à la nuit tombée. À l'intérieur du château, l'absence de gardiens est source de débordements. Les soldats brisent plusieurs serrures, se pressent dans les moindres recoins. Beaucoup recherchent avant tout la galerie des glaces, cette galerie historique dont ils ont tant entendu parler. Et quand ils y parviennent enfin, c'est presque hagard qu'ils la découvrent plongée dans la pénombre. Partout, les soldats fêtent leur arrivée à Versailles. La liesse s'empare de ces hommes, souvent très jeunes, qui partent à la découverte des lieux, se photographient dans les cours, dans les jardins, à l'orangerie ou au pied du château. L'arrivée de l'armée allemande est fêtée symboliquement le 15 juin. En début d'après-midi, Victorien Cessac est sommé d'escorter un groupe de soldats sur les toits du château. Là, le drapeau français est remplacé par l'étendard à croix gammée. Le drapeau nazi est levé sur Versailles. L'invraisemblable est arrivé. Le château est tombé aux mains du Troisième Reich. Versailles ne nous appartient plus. De ce jour, Joseph Goebbels écrit dans son journal « Le drapeau allemand flotte sur Versailles, triomphe! Pareil événement vous fait battre le cœur plus fort. Nous avons lutté pour cela pendant 21 ans. Gloria! Victoria! » Le château de Versailles, qui avait fermé ses portes au public en août 1939, doit désormais les rouvrir à l'occupant, et à l'occupant seulement. Versailles devient dès lors un passage obligé, notamment pour de nombreuses personnalités du Troisième Reich proches du Führer. Parmi elles, Heinrich Hoffmann, photographe personnel d'Hitler,
mais aussi Joseph Goebbels. Le maréchal Hermann Göring vient à Versailles à plusieurs reprises, mais toujours dans le plus grand secret. Le numéro 2 du régime nazi s'intéresse tout particulièrement au tableau de bataille napoléonienne du musée de Versailles. Ce qui l'enchanta le plus fut la copie d'une Vénus qu'un artiste de la Restauration avait rendue si rondelette et si affriolante que le maréchal, tirant de son gousset un appareil cinématographique, s'empressa de la filmer, ce qui donna au conservateur du musée une singulière idée de ce grand amateur d'art. Dans ce défilé de personnalités allemandes ne manque qu'Adolf Hitler. S'il se rend à Paris le 23 ou le 28 juin, rien n'indique qu'il soit allé jusqu'à Versailles. Le flot incessant de soldats et d'officiers de la Wehrmacht rythme l'arrivée des beaux jours à l'été 1940. Sur la place d'Armes, il n'est pas rare de voir certains acheter quelques souvenirs de la cité royale à toutes sortes de vendeurs. Mais leurs nombreuses visites ne se font pas sans quelques dégâts. Très vite après l'arrivée des premières troupes, Pierre Ladoué déplore plusieurs dégradations et vols sur les œuvres restées sur place. Une toile représentant la bataille de Champigny, évoquant le conflit franco-prussien de 1870, est notamment retrouvée lacérée dans un recoin du château. Au fil des jours, la liste des dommages s'allonge. Mais aux yeux des autorités allemandes, les soldats ne peuvent pas être tenus responsables. Les plaintes répétées du conservateur conduisent finalement à la délimitation d'un circuit de visite au sein des grands appartements et au déploiement de pancartes bilingues éditées par la commandanture de Versailles. Bientôt, ce ne sont plus les gardiens du château, mais des soldats allemands qui sont postés à la grille d'honneur et effectuent des rondes de surveillance. Dans la ville comme au palais, les soldats sont partout. Versailles vit dorénavant à l'heure allemande. Si les Allemands ont pu être tentés de s'installer au château, la protection artistique prévaut, portée par le comte Franz Wolf Metternich, responsable de la commission allemande pour la protection du patrimoine artistique. Il travaille ainsi avec Jacques Jaujard à la préservation du patrimoine français. Mais les craintes demeurent quant au sort qu'Hitler réserve au château. Celui qui voulait construire l'Europe avait le devoir de détruire Versailles. Il n'avait pas le droit de se laisser arrêter par des ressentiments. Tandis que le régime du maréchal Pétain s'installe à Vichy, dans de nombreuses administrations, l'heure est au changement. En septembre 1940, Patrice Bonnet, instigateur des grandes mesures de défense passive, est sommé de quitter son poste. Il est remplacé par un de ses confrères, l'architecte en chef André Japy. Pierre Ladoué, de son côté, cède la direction du musée à son conservateur adjoint, Charles Morichaud-Beaupré. Un nouveau tandem se met donc en place, et c'est à ces deux hommes qu'incombe à présent la tâche difficile de remise en état des lieux exigée par les Allemands. Car la situation problématique dans laquelle se trouve le château et ses jardins est très critiquée, tant par la presse inféodée à l'occupant allemand que par les Allemands eux-mêmes. Les salles sont vides, les murs sont nus, les collections toujours en exil. Le maréchal Pétain, qui administre une France à présent coupée en deux, annonce à la radio le 11 juillet 1940 avoir l'intention d'installer son gouvernement en zone occupée à Versailles. Le gouvernement se propose de siéger dans les territoires occupés. Nous avons demandé à cet effet au gouvernement allemand de libérer Versailles et le quartier des ministères à Paris. Malgré les polémiques qui voient le jour dans la presse résistante et internationale, comparant le chef de l'État français à Louis XIV, certains voient dans cette installation la possibilité, pour la ville et le château de Versailles, d'être épargnés par l'armée allemande. D'abord envisagé au sein même du château, c'est finalement à quelques mètres de là, près de l'hôtel Le Trianon Palace, qu'on aménage à l'automne une propriété destinée au chef de l'État. Mais après d'âpres négociations avec les autorités allemandes,
Pétain renonce à son projet. Versailles ne remplace pas Vichy sur l'échiquier français. Quel avenir pour le château? Seul signe d'espoir, le drapeau nazi, remplacé à plusieurs reprises, ne résiste pas au vent. Qu'on l'ait ou non aidé à s'évanouir, l'étoffe rouge sang finit par disparaître complètement du ciel versaillais avant la fin de l'année 1940. J'ai l'honneur de vous informer qu'en raison du brusque changement de température qui vient de succéder à une longue période de gelée et à des chutes de neige, des accidents viennent de se produire dans plusieurs musées, notamment à Versailles. La France occupée vit son premier hiver, et celui-ci est particulièrement rigoureux. Faute d'approvisionnement en combustible, le château de Versailles, comme d'autres musées nationaux, souffre du manque de chauffage. À l'intérieur du palais, les agents restés en poste sont les premiers à subir le froid, tout comme les œuvres qui n'ont pas pu être évacuées avant l'invasion allemande. C'est dans cette ambiance glaciale que commence la remise en état du château, réclamée par les Allemands depuis leur arrivée en juin 1940. Charles Morichaud-Beaupré et André Japy prennent en main ce lourd projet dans un château toujours vidé d'une partie de ses œuvres et de ses décors. Leur premier chantier, la Galerie des Glaces. André Japy commence par ôter les parois coupe-feu qui obturaient les extrémités depuis l'automne 1939 et dégage les fenêtres de leur protection de sacs de sable et panneaux de bois. À l'extérieur, le parc est envahi par la végétation. Les mauvaises herbes ont poussé, les feuilles mortes jonchent le sol, les bassins sont boueux. Faute de main-d'œuvre, l'architecte fait débroussailler le parc par des moutons. Dans le Grand Canal vidé en 1939, les herbes folles ont depuis longtemps remplacé l'étendue d'eau. On ne s'y déplace plus en barque, mais bien à pied sec, et parfois même à vélo. Charles Morichaud-Beaupré, qui avait établi les listes d'évacuation des collections, doit désormais travailler un vaste programme de réorganisation du musée. Le musée de Versailles ne s'adresse pas uniquement aux savants, aux érudits. Avant tout, il doit montrer à nos enfants et aux étrangers tout le déroulement de notre histoire. C'est seulement ainsi que la leçon est saisissante. À côté de la Galerie des Glaces, le musée de toute notre histoire doit être comme un sanctuaire également dédié à la grandeur de notre pays. Parallèlement à ce projet ambitieux, le conservateur prépare la réouverture de plusieurs salles dans l'aile nord du palais pour le public français, privé du musée depuis le 25 août 1939. Le château rouvre ainsi partiellement ses portes le 1er juin 1941. S'ils sont moins nombreux qu'à l'été 1940, les Allemands sont encore bien présents à Versailles. Seuls ou en groupe, ils se rendent presque quotidiennement au château où ils continuent de bénéficier d'un accès réservé, placé sous bonne escorte. Soldats, officiers, mais aussi grands dignitaires se pressent inlassablement dans ces salles et dans ces jardins. Des visites sont capturées en images par les soldats eux-mêmes, ou plus rarement par les actualités. En cette année 1941, les dégâts commis par les soldats sont de moindre importance, mais continuent d'affecter les gardiens restés sur place. Les soldats allemands se livrent au hameau à la pêche dans les eaux du lac et à la chasse au revolver sur les canards qui ornent les petites rivières. Malgré toutes les observations qui leur ont été faites, ces soldats allemands feignent de ne pas comprendre les observations du service de surveillance et continuent chaque jour la dévastation de ce domaine. Le 27 août 1941, à Versailles, le jeune résistant Paul Colette tire sur Pierre Laval. L'ancien ministre, artisan de la collaboration avec l'Allemagne, qui passait en revue les volontaires français sous uniforme allemand à l'une des casernes proches du château, n'est que légèrement blessé. L'atmosphère se tend.
à Versailles, comme partout ailleurs. L'Allemagne nazie durcit ses actions militaires et renforce sa présence dans le ciel européen. À Versailles, on craint le pire, car les survols du domaine par les avions de la Luftwaffe sont de plus en plus fréquents. Il est vrai que la bataille se joue alors en grande partie dans les airs, ce qui n'est pas sans conséquence sur le château. Après avoir enduré un nouvel hiver sans chauffage, le plafond de la salle des gardes de la Reine s'effondre dans la nuit du 5 au 6 mars 1942. Sa structure ne résiste pas aux vibrations des tirs de la DCA allemande contre l'aviation britannique. En passant au-dessus du château, la Royal Air Force largue de nombreux tracts à l'attention de la population. Certains échouent dans le parc, parfois par centaines, que les gardiens ramassent comme autant de signes d'espoir tombés du ciel. De son côté, Charles-Maurice Beaupré poursuit coûte que coûte la réorganisation du musée. On fait revenir du château de Sourches le portrait du maréchal Pétain par André de Vambèze. Présent dans les collections depuis 1931, le portrait est installé en bonne place dans le nouveau circuit de visite. Le conservateur élabore également un projet d'exposition sur Napoléon. Dans les dépôts, la vie continue également, rythmée par les allées et venues des gardiens et des conservateurs, les différents exercices notamment de lutte contre l'incendie, mais aussi par les visites de l'armée allemande, occupant désormais la totalité du territoire français. À compter de l'année 1943, Versailles et son domaine sont de plus en plus militarisés, ce qui laisse augurer le pire pour les trésors qu'ils abritent. Au danger du ciel et des routes s'ajoute la faim. La malnutrition qui touche les agents de surveillance jusqu'aux conservateurs les amène à exploiter la moindre parcelle de terre cultivable du parc. Ici, la seule chose qui nous empêche de mourir de faim, ce sont les jardins. Ce qu'on peut acheter au marché ou rien, c'est à peu près la même chose. L'année suivante, la guerre s'accentue sur tous les fronts. En juin 1944, les troupes britanniques et américaines débarquent sur les plages de Normandie. Les bombardements de plus en plus massifs de l'aviation alliée n'épargnent plus Versailles. En quelques jours, plusieurs obus tombent à l'extrémité du parc, sur les gares alentours et détruisent une grande partie de la ville voisine de Saint-Cyr. Parmi les nombreuses victimes, Yves Le Foll, l'un des gardiens du château, y trouve la mort à l'âge de 55 ans. Tandis que la presse pro-allemande s'émeut du sort réservé à Versailles par l'aviation anglo-américaine, pour Charles-Maurice Beaupré, ces événements, bien que tragiques, laissent enfin entrevoir une éclaircie. Qu'importe, la roue tourne. Bon courage, mon cher maître. J'espère vous savoir bientôt dans notre chère maison sauvée, y ramenant ce que vous aurez si bien gardé. Les dangers n'épargnent pas non plus les dépôts d'œuvres. La crainte des bombardements amène les gardiens à déployer des affiches en français, allemand et anglais, indiquant clairement la présence d'œuvres d'art. Le 22 juin, un avion allié s'écrase à quelques mètres du château de Chambord. Le 11 août, Jean-Baptiste Fauché, 56 ans, gardien versaillais protégeant les collections nationales au château de Brissac, est tué à bout portant par une compagnie de SS sévissant dans les environs. Partout, on retient son souffle et l'on appelle à la clémence des belligérants. Au moment où la zone des combats se déplace en direction de Versailles, les autorités civiles et religieuses de la ville historique adressent aux belligérants un suprême appel. Elles leur demandent de considérer Versailles comme ville ouverte, de respecter les incomparables trésors d'art de ses palais et de ses jardins. La destruction de tant de richesses, de tant d'élégance serait pour l'humanité une perte irréparable. Ni les armées allemandes qui se souviennent que c'est à Versailles que fut scellée l'unité de l'Empire allemand, ni les armées américaines qui n'oublient pas que c'est à Versailles que fut consacrée l'indépendance des États-Unis, ne voudront assurer devant le jugement de l'histoire une aussi écrasante responsabilité. Le 21 août 1944, les premiers chars de la Libération sont aux portes de Paris insurgés.
Face à l'avancée des troupes alliées, l'armée allemande disparaît peu à peu du paysage. Au bruit assourdissant des derniers tirs, le château de Versailles sort d'un long cauchemar de 1533 jours d'occupation. « 24 août 1944. Versailles est pris en étau. Face à l'avancée des troupes alliées, les soldats allemands qui n'ont pas encore quitté la ville vident leurs dernières cartouches. Le conservateur en chef du musée, Charles Morichaud-Beaupré, aidé du gardien Charles Troussard, cache un petit nombre d'officiers français à l'intérieur du château. Le lendemain, aux environs de 8 heures, les chars de la 2e division blindée du général Leclerc entrent dans Versailles. Une liesse s'empare des habitants. C'est le 25 août, après une dure journée et un terrible bombardement nocturne, que nous avons vu, en ce jour de Saint-Louis, arriver le premier régiment de spahis marocains dont beaucoup avaient fait toute la campagne d'Afrique et qui nous ont fait passer en un instant des tristesses de l'occupation à la joie la plus réconfortante. Quelle belle armée que cette armée Leclerc! À l'arrivée des premiers chars, Victorien Cessac, le chef des gardiens du musée, monte immédiatement sur les toits. Lui qui avait dû hisser le drapeau à croix gammée, lève désormais le drapeau tricolore sur le château. L'heure de la libération a enfin sonné. Dans la presse internationale, on accuse les Allemands d'avoir mis le feu au palais au moment de leur départ, appliquant ainsi la politique de la terre brûlée. Mais la réalité est heureusement tout autre. Le monument n'a subi aucun dommage majeur, ni aucune perte humaine supplémentaire. Versailles voit arriver de nombreux soldats britanniques et surtout américains. Les GIs se déploient partout dans la ville, aux alentours du château, comme dans les jardins. À l'intérieur du palais, et malgré la fermeture officielle des musées nationaux, Charles Morichaud-Beaupré les autorise à visiter librement les salles. Le château, qui a vu défiler les forces occupantes pendant 4 ans, s'offre désormais au regard allié. Les soldats britanniques et américains effectuent à leur tour un pèlerinage, de la galerie des batailles à la galerie des glaces, dans laquelle, 25 ans plus tôt, tous s'étaient réunis pour le traité de paix. Tout se passe dans la galerie des glaces, évoquant avec les ombres de Clémenceau, de Wilson, de Lloyd George, des souvenirs qui nous sont communs, pèlerins d'une gloire qu'ils viennent de renouveler. Un vent de liberté souffle sur le château de Versailles. Le 10 septembre 1944, Monseigneur Spellman, archevêque de New York, célèbre une messe dans la chapelle royale sous le regard de centaines de soldats américains. Quelques jours plus tard, le 18 septembre, les artistes américains Fred Astaire et Dinah Shore offrent un spectacle au pied de la galerie des glaces devant des milliers de compatriotes. Peu à peu, les Américains prennent leur quartier à Versailles. Parmi eux, le général Eisenhower, commandant en chef des forces alliées. Sur son intervention, on célèbre dans la chapelle royale le mariage de son aide de camp et conductrice, Pearlie Hargrave, dont il est le témoin. Dans son sillage, les membres du service allié de protection des œuvres d'art, plus connu sous le nom de Monuments Men, font leur apparition. Ces soldats conservateurs tentent d'instaurer de nouvelles mesures de protection des œuvres, pour certaines dissimulées sous d'épais filets de camouflage. Malgré la joie procurée par la libération, l'état dans lequel se trouve le château demeure toujours aussi préoccupant. Dès février 1945, Charles Morichaud-Beaupré alerte la direction des musées nationaux. Le palais n'est toujours pas chauffé et certains plafonds menacent de s'effondrer. À la date du 31 janvier 1945, l'eau des fuites de la toiture s'est introduite dans la galerie des batailles où elle a ruisselé et s'est gelée ensuite sur 3 grands tableaux, Marignan, Calais, Dunkerque. Le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule. Si la guerre est officiellement terminée en Europe,
l'armée américaine reste encore présente plusieurs mois à Versailles, pour le meilleur, mais aussi parfois pour le pire. Mon attention a été appelée par M. Morichaud-Beaupré sur différents incidents regrettables dus à la turbulence des militaires américains et qui se sont produits dans le parc du château au cours de ces dernières semaines. Le 20 juillet, plusieurs soldats sont montés sur un des grands vases décoratifs du parterre du Midi, chef-d'œuvre de Bertin. Ce vase en marbre s'est effondré sous leur poids. À des centaines de kilomètres de Versailles, les œuvres toujours entreposées dans les dépôts rentrent progressivement. 6 ans après leur exode, les collections du musée reprennent le chemin de Versailles et retrouvent peu à peu leur place. Le 15 mars 1946, Gaston Brière avertit la direction des musées nationaux que les dernières caisses en provenance de Brissac viennent d'être réexpédiées. Pendant 5 ans, la France s'est passée de musées. Les amateurs se cassaient le nez sur des portes closes. Les habitants des musées étaient partis, envolés vers d'autres cieux, envolés vers des demeures lointaines. Mais on leur avait donné à ces héros d'un passé toujours vivant les demeures royales qu'ils méritaient. Chambord, comme tous les châteaux de la Loire, comme Cahors, comme Montauban, était bourré de toutes ces vies latentes, nées un jour pour l'éternité. Chambord était occupé. Les occupants, silencieux dans leurs caisses et leurs emballages, c'était Watteau, c'était Vinci, c'était Clouet, c'était Nattier, c'était Poussin et David, c'était Renoir et Cézanne, c'était tous ces hommes qui un jour avaient fait naître la vie sur une toile, la vie dans un bronze et dans cet éclair avaient adressé au monde de leur temps, et par-delà au monde de tous les temps, un message direct et sensible. Il a fallu que la guerre finisse pour que tous ces fantômes évanouis retrouvent le jour. Un jour, les châteaux lointains se sont ouverts et le génie du passé a pu reprendre la route de sa maison d'antan. Au printemps, le château de Versailles a enfin retrouvé l'ensemble de ses chefs-d'œuvre. Pour le conservateur et l'architecte en chef, s'ouvre alors un immense chantier de restauration et de remise en état du palais. Il faut désormais replacer tableaux, sculptures, objets d'art, mobilier, mais aussi un certain nombre de décors. Car au dehors, le public patiente et guette le grand jour. Après presque 7 années de fermeture, le château rouvre ses portes en juillet 1946. Les grandes eaux jouent de nouveau dans les fontaines du parc. 2 mois plus tard, le 10 septembre, un concert de nations se rassemble dans la Galerie des Glaces à l'occasion de la conférence de la paix. À Versailles, redevenue pour 2 heures la capitale de la France et du monde civilisé, le gouvernement français reçoit les délégués des 21 nations qui siègent à la conférence de la paix. Et le palais du roi Soleil, dans la nuit close, se part de la féerie fluide et lumineuse de ces grandes eaux, sans lesquelles il n'est pas à Versailles de fête complète. De cette période sombre de l'histoire du château de Versailles, de nombreuses archives nous sont parvenues. Elles révèlent que derrière des noms, aujourd'hui méconnus, des hommes et des femmes se sont battus, quel que soit leur âge et leur fonction, pour sauvegarder ce chef-d'œuvre du patrimoine national et le transmettre aux générations futures. Il nous revient, en retour, de ne pas oublier leur mémoire.